Le 23 mars 2009, Fabrice Mahabo publie un article alarmant sur son blog personnel. Ils ont tenu des assemblées sans ma présence ni ma signature pour diluer mes parts de 60 à 3,8%. Je mets en garde toute personne s'il m'arrive quoi que ce soit. Perte de dossier, expulsion en Côte d'Ivoire, accident. Bientôt, ces écrits vont prendre une proportion médiatique qu'on n'avait pas imaginée. En effet, Fabrice Mahabo n'est autre que le fondateur de Black Up, la première marque française de maquillage pour peau noire, aux revenus alors estimés à plus de 3 millions d'euros. Aujourd'hui, on va parler des produits Black Up. A cosmetic line that I really feel like has been long overdue. I achieved this look using all Black Up products. Durant les 4 prochaines années, Fabrice ne va cesser de raconter les sévices subis, remercié avec un solde de tout compte de 620 €, interdit d'accès dans chacun des 200 points de vente de sa propre entreprise et même mis en garde à vue par la police. Tout cela suite à une machination de ses anciens collaborateurs qu'il accusera entre autres de blanchiment d'argent. Au vu de la gravité de ces allégations, c'est bien sûr au tribunal que sera portée l'affaire David contre Goliath. Puis, plus rien. Plus aucune trace de Fabrice Mahabo sur la toile. Et 16 ans après ces révélations chocs, l'affaire reste l'un des plus grands mystères de la cosmétique ethnique française. J'ai dû creuser dans les tréfonds d'Internet et au-delà pour vous révéler comment le fondateur d'une référence de la cosmétique s'est retrouvé du jour au lendemain dépendant des aides sociales et quelle est la situation exacte de l'entreprise Black Up aujourd'hui. Le portrait du jour, l'Ivoirien qui a créé la gamme, la marque Black Up, une marque de cosmétiques. Il s'appelle Fabrice Mahabo Magnéto. Pour ceux qui l'ont rencontré, Fabrice Mahabo est un pur produit de la Côte d'Ivoire avec le sourire, l'attitude et la bonne humeur. C'est difficile de situer la date exacte de son arrivée en France. On sait que c'était dans les années 90 et qu'il avait donc entre 16 et 22 ans. Il va constater un certain écart culturel avec son pays d'origine durant ses années d'études à Christian Chauveau. Il s'agit juste d'une des plus anciennes institutions du maquillage artistique en France et nous sommes environ en 1997. Donc imaginez juste la formalité du milieu pour un personnage haut en couleur comme Fabrice. Mais surtout, il se rend compte des limites de l'offre en termes de produits. L'inclusivité en cosmétique est toujours un sujet de discussion en 2025, alors en 1990, ça ne l'est tout simplement pas. À l'époque, les marques de maquillage qui proposent des produits adaptés aux peaux noires sont plus rares et souvent peu accessibles. Vous alliez dans une parfumerie classique, vous aviez toutes les chances de ne pas trouver votre teinte en fond de teint. Il y avait des marques phares comme MAC ou Iman avec plus de choix de produits adaptés, mais de façon générale, l'offre restait considérablement restreinte par rapport à la demande. Cela principalement parce que pendant longtemps, l'industrie cosmétique occidentale ne voyait pas le potentiel économique de la communauté noire. Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est un sujet que j'ai déjà beaucoup traité dans d'autres vidéos, notamment celle sur Youthforia ou sur Unilever. Mais à cause de ce déficit, entre autres, l'offre en termes de cosmétiques spécialisée pour les peaux noires est longtemps restée cloisonnée dans les quartiers populaires. C'est dans ces quartiers que ces cibles étaient le plus localisées après l'immigration massive en France après la Seconde Guerre mondiale et la politique anti-crise du logement mise en place dans les années 50. Le problème, c'est que dans ces endroits, on pouvait se passer d'une expérience client convenable. Fabrice dira à ce sujet dans une interview donnée à Afrique.com, « Les filles noires, arabes ou métisses ici en France ont besoin de vivre comme toutes les autres. Elles n'ont pas envie d'acheter leurs produits de beauté à Strasbourg-Saint-Denis en face d'un poissonnier. Celui qui s'oriente vers le côté purement ethnique n'a rien compris, je veux surmonter les clichés. » Fraîchement diplômé, Fabrice tient son idée. Créer une marque de maquillage haut de gamme qui s'adresse spécifiquement aux besoins et aux carnations des femmes noires et métisses. Alors, déjà aujourd'hui le défi n'est pas facile à relever, mais dans les années 90, imaginez juste. Le financement limité, Fabrice sort des études en fait, on peut s'imaginer qu'il n'a pas des millions de côté. En plus, dans le domaine du maquillage où il faut décliner un produit en plusieurs teintes, le coût de fabrication est considérable. Comptez également le manque de connaissances des professionnels censés vous accompagner, comme les formulateurs. Les cheveux, c'est encore un autre sujet, mais j'ai souvent raconté que quand je voulais lancer ma marque, j'ai contacté en 2017 plusieurs laboratoires et formulateurs. Et tous me répondaient qu'en toute honnêteté, ils n'avaient aucune idée de comment créer des produits qui conviendraient spécifiquement aux cheveux crépus. C'est d'ailleurs ce qui m'a encouragée à me servir de formules que j'avais moi-même élaborées. Ça me rappelle ma première collaboration avec une formulatrice.
Quand je suis allé la voir, elle m'avait présenté 3 fonds de teint. Je lui ai dit, il n'y aura pas assez pour couvrir la palette noire. Elle m'a dit, il vous faut combien? Moi, je pense. Je lui ai dit, je pense qu'il faudra aller sur 15 teintes. Elle m'a dit, à ce point-là, j'ai dit oui, tout à fait. Fabrice va néanmoins dépasser ces obstacles et créer l'entreprise Godot Black Up en 1999. Godot en référence au nom de son père et Black Up pour les Noirs debout. Il se lance dans le projet avec un associé mystère qu'il ne mentionnera jamais, mais qui a joué un rôle déterminant dans toute cette affaire. On va en parler. Information importante, les deux créent une société à responsabilité limitée avec un capital de 50 000 francs, soit 7 626 € et 63 centimes. Fabrice est actionnaire majoritaire avec 60% des parts contre 40% pour notre associé mystère. Et dès le départ, Fabrice fait les choses en grand. Il ouvre une boutique en plein cœur de Paris, quartier Étienne Marcel, dans le 1er arrondissement. Il s'entoure de salariés souvent décrits comme une équipe jeune et soudée. En termes de produits, pas moins de 10 teintes de fond de teint sont proposées pour les femmes noires, 6 pour les femmes métisses. Mais Black Up va également proposer des produits de soins comme du nettoyage, des gommages pour, selon Fabrice, pallier l'excès de sébum qu'on peut observer chez ces types de peau. 800 000 € de chiffre d'affaires en un an. Et ça ne fait que commencer. Dans une interview donnée en 2005 à Libération, Olivier Bouillot, directeur commercial de la marque, dira « Après 3 ans de tâtonnement, sa société de Fabrice a décollé en 2002 et depuis son chiffre d'affaires a été multiplié par 9. » Olivier Bouillot, aujourd'hui directeur général chez R.E.M. Beauty, la marque d'Ariana Grande, il semblerait que ce soit à lui que l'entreprise Black Up doit cette croissance fulgurante. Il est chargé d'élaborer la stratégie commerciale, marketing et sous sa responsabilité, la marque va signer des partenariats exclusifs avec Sephora, Macy's, Douglas. Et c'est principalement dans ces points de vente que se fera la majorité du chiffre d'affaires de Black Up. Eh bien, il semblerait que notre Fabrice vive un véritable rêve éveillé. Bah non. Faire un chiffre d'affaires de plusieurs millions suggère qu'on a vendu des milliers de produits. Mais avant de vendre ces produits, il a fallu les créer. Et une fois qu'ils sont créés, les gens ne viennent pas d'eux-mêmes faire la queue devant votre boutique en fait. Il faut faire de la publicité, rémunérer le futur directeur général de Ariana Grande. Bref, Fabrice a besoin de fonds. La crise se fait le plus ressentir en 2004. 2 ans avant que Black Up ne dépasse les 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est à ce moment précis que l'histoire vire au cauchemar. Quand l'investisseur arrive, et je le dis, tant pis pour les gens, l'investisseur là c'est Lionel Durand, l'ancien chef de Estée Lauder. Oh, ok. Bon, c'est à partir de ce moment-là que tout va un petit peu dans tous les sens, donc accrochez-vous, ok? Le récit que je vais raconter dans cette partie provient des écrits de Fabrice et de tout ce que j'ai pu reconstituer des articles, interviews que j'ai retrouvés. En 2004, alors que les problèmes de trésorerie se font de plus en plus ressentir, l'associé mystère de Fabrice propose de faire appel à un investisseur tout aussi mystérieux. Un investisseur qui devient forcément actionnaire, mais Fabrice dit ne pas y avoir consenti et ne pas avoir été mis au courant. Ou du moins, ce n'est pas très clair ce qui a été porté à sa connaissance ou non. Vous allez comprendre. Petit à petit, les réunions ne se font plus dans les quartiers de Black Up, mais dans ceux des diverses entreprises de l'investisseur mystère. Et d'ailleurs, Fabrice n'est même plus invité, parce que pourquoi ? Une équipe de maquilleurs et de formulateurs est mise en place, donc voilà, on peut se passer de ces services. Et l'atmosphère se détériore au travail. Fabrice est isolé, son équipe auparavant soudée devient hostile à son égard et les choses vont prendre une tournure radicale en 2007 lorsque son salaire sera réduit de plus de 3 000 € par décision des associés dont l'investisseur mystère et ses actions passé de 60 à 3,8%. Ce point-là spécifiquement sans qu'il ne soit d'accord et avisé. Il se fera ensuite licencier, selon lui toujours sans motif, sera mis en garde à vue par la police pendant 24 heures sans motif et recevra un chèque de 620 € en solde de tout compte.
Chèque qu'il refusera d'encaisser parce qu'il ne faut pas déconner. Enfin, il sera interdit d'accès dans tous les 200 points de vente de l'entreprise Black Up. Fabrice engagera des poursuites, l'une pour licenciement abusif auprès du Conseil des prud'hommes, l'autre auprès du tribunal du commerce afin de contester le retrait de ses actions. Mais il dit se heurter à des tentatives d'intimidation, menaces, chantage. Il dira qu'on le force à signer une clause de non-concurrence et accuse ses associés de ne pas réellement avoir à cœur la beauté des femmes noires et qu'il ferait du blanchiment d'argent. Les internautes ont beaucoup spéculé sur qui pouvait être l'investisseur mystère à l'origine de tous les maux de Fabrice. Beaucoup ont cité Lionel Durand, l'actuel PDG de Black Up selon sa fiche LinkedIn. Il a été directeur général chez Estée Lauder, puis chez Valeant Pharmaceuticals, le groupe qui possédait la célèbre marque de cosmétiques CeraVe avant de la revendre à L'Oréal en 2017 et de changer de nom par ailleurs en 2019 pour redorer son blason après des scandales très scandaleux. Mais là n'est pas le sujet. Mais de son côté, Lionel dit avoir rejoint l'entreprise en 2008 alors qu'un accord avait déjà été passé entre tous les actionnaires. Par contre, un nom qui revient souvent dans les écrits de Fabrice Mahabo lui-même, c'est Jean-François Damour, propriétaire de la chaîne de restaurants La Criée et qui occupera justement en 2007 le poste de PDG de Black Up. Fabrice semble l'accuser lui pour sa réduction de salaire, licenciement, tout ce qu'on a vu plus tôt. Ni Jean-François Damour ni Lionel Durand ne s'étaient jamais exprimés sur l'affaire jusqu'à ce que la polémique ne reprenne de l'ampleur sur les réseaux sociaux en 2015. À l'époque, Black Up célèbre son entrée dans 10 magasins Sephora aux États-Unis et bien sûr, à l'occasion, la marque communique beaucoup. Mais elle attire d'autant plus l'attention sur les raisons de la disparition mystérieuse de son fondateur. Cela ajouté au fait qu'il s'adresse maintenant directement à une cible afro-américaine très protectrice des entreprises qui sont possédées par des personnes noires. Vous en connaissez les raisons en détail si vous avez vu ma vidéo sur Unilever ou sur Euphoria, je sais plus. L'affaire a fait un bruit tel sur la toile que Lionel Durand a dû intervenir en donnant une interview aux médias américains de Beauty and Style Doctor tenu par Daniel Gray. Quand on lui demande de raconter ce qui s'est passé avec Fabrice, il répond: Monsieur Mahabo a fondé Black Up avec un investisseur en 1999, puis s'est séparé de l'entreprise à la fois juridiquement et mutuellement. J'ai rejoint l'entreprise en 2008 et à cette époque, un accord financier a été conclu entre tous les actionnaires, y compris Monsieur Mahabo, pour le dédommager entièrement de ses parts restantes dans l'entreprise. Le rôle de Monsieur Mahabo dans l'entreprise n'a pas été remplacé par une seule personne. Son rôle a été remplacé par une équipe exceptionnelle de maquilleurs noirs et de professionnels de la recherche et du développement. Tous nos produits sont développés par une équipe de femmes de couleur pour les femmes de couleur. Nous en sommes très fiers. Daniel lui demande alors d'étayer ses propos sur Fabrice, genre serre-nous le thé et là tu dis rien. Alors il ajoute: sur le plan juridique, nous avons expliqué tout ce que nous pouvions concernant les raisons pour lesquelles M. Mahabo a quitté l'entreprise. Son départ était un accord légal et mutuel et nous lui souhaitons bonne chance. Il dira aussi: nous avons été attristés par les histoires qui ont circulé car nous sommes une équipe passionnée par notre marque et notre mission. Bien que nous reconnaissons qu'il y a eu une certaine confusion sur le marché, nous pensons que nos produits et notre marque parlent d'eux-mêmes. Cependant, avec la nouvelle de notre lancement chez Sephora, il y a eu récemment un afflux de conversations spéculatives et nous nous réjouissons de cette occasion de clarifier toutes les rumeurs et préoccupations. Bon, là, vous pouvez vous dire, mais il n'a rien dit. Et dans les faits, c'est un peu le cas. Mais il y a tout de même deux éléments très intéressants qu'il répète. C'est que le départ de Fabrice a été légal et mutuel. C'est plus difficile de justifier de la mutualité parce que bien sûr, aucun de nous n'avons été témoins dans cette affaire. Pour ce qui est de la légalité, j'ai mené ma petite enquête sur une liste de points que je trouvais personnellement extrêmement étranges. Alors là, accrochez-vous d'autant plus parce que ça va aller de bizarrerie en bizarrerie. Quand j'ai créé ma première marque, adaptée aux femmes noires, faite par un noir,
ça a eu énormément de succès. Ouais. Si vous aussi vous êtes intéressé par lancer votre marque de maquillage et que vous êtes inspiré par l'histoire de Fabrice, en mode « Ah, moi aussi je vais pouvoir lancer 10 teintes de fond de teint, avoir ma boutique en plein Paris et faire 3 millions de chiffres d'affaires », asseyez-vous. Et chassez vite ces idées saugrenues de votre tête. La première chose qui m'a paru extrêmement étrange dès le début de cette affaire, c'est comment Fabrice, jeune diplômé, a pu payer la recherche et développement d'une gamme cosmétique XXL de plus de 10 produits, prendre en charge des salaires dès sa première année et louer une boutique en plein cœur de Paris. Tout cela avec un capital de 7 626 €. Rien que le loyer de sa boutique prend presque la moitié de cette somme. Eh bien, la réponse à cette question va nous être donnée par les chiffres officiels de l'entreprise. Selon les rapports de l'Infogreffe, au 31 décembre 2000, soit un peu plus d'un an après la création de Black Up, l'entreprise enregistre certes un chiffre d'affaires de 818 000 €, mais affiche surtout un résultat net de moins 3 millions. Le résultat net étant la différence entre le chiffre d'affaires et les charges de l'entreprise, y compris ses dettes. Cela veut dire que Black Up a gagné 818 000 €, mais a un montant de charges et de dettes beaucoup plus élevé que ce montant-là. Ma théorie, c'est que la majorité de ce montant représente plus des dettes de l'entreprise que ses charges. Avec un capital de 7 000 €, où est-ce que Black Up aurait trouvé les fonds pour engranger des frais à hauteur de plusieurs millions? Cela expliquerait comment Fabrice paye son loyer, la recherche et développement produits, etc. Et d'ailleurs, Lionel Durand lui-même corrobore cette hypothèse en disant clairement que l'entreprise a été créée en 1999 avec un investisseur. La seconde chose qui m'a paru étrange, c'est que quitte à injecter une somme aussi astronomique dans l'entreprise, pourquoi ne pas augmenter le montant du capital social? Cela permettrait de rendre l'entreprise plus crédible auprès de ses fournisseurs, divers partenaires, mais également de faciliter l'obtention de prêts et investissements futurs. Mais c'est alors que j'ai retrouvé mon cerveau et que je me suis souvenu d'un cours que j'ai eu à l'époque où je participais au concours Lyon Startup. C'était en 2018, un an avant le lancement de ma marque, et je me posais une question. Lorsque vous voulez créer votre entreprise et que clairement vous n'avez pas d'argent, vous avez comme solution de faire un prêt à la banque ou, même si ce n'est pas quelque chose de très classique à ce stade-là, de faire appel à un investisseur. Mais le jeu de l'investissement est de céder des parts de votre entreprise proportionnellement à l'apport financier de chacun. Mais comme moi, je n'ai pas d'argent, forcément l'investisseur va apporter plus que moi. Donc, logiquement, il aura plus de parts que moi. Comment je fais dans ces conditions pour tout de même rester actionnaire majoritaire et garder le contrôle de mon entreprise? Eh bien, ce que j'ai appris à Lyon Startup, c'est que plutôt que de placer l'argent au capital de l'entreprise, on peut le mettre en compte courant d'associés. C'est tout simplement un compte purement comptable qui va être matérialisé dans le bilan pour gérer en fait les avances et les remboursements de frais du dirigeant. Cela pourrait expliquer l'écart entre le montant du capital social de Black Up et la somme des investissements. Ça a pu être une solution pour que Fabrice reste actionnaire majoritaire, même si j'avoue que les montants me semblent toujours un peu disproportionnés. Surtout peu réaliste, et c'est la troisième chose qui m'a vraiment semblé bizarre. La facilité avec laquelle Fabrice se lance dès la première année de sa création avec un investisseur prêt à céder des millions pour une marque de cosmétiques destinée aux femmes noires. Pour avoir donné beaucoup de pitch start-up, avoir été à des rendez-vous avec des banquiers, avoir discuté avec des financiers, d'autres acteurs de la cosmétique, en France, les gens ne se rendent juste pas compte que quand on a une peau noire, des cheveux crépus, on a des besoins spécifiques, c'est loin de leur univers. Et voilà, c'est normal. Si vous n'avez pas de noir dans votre famille ou que vous n'y connaissez rien à la cosmétique, vous ne savez pas. C'est pour ça que pour moi, un investisseur prêt à suivre le projet de Fabrice dès la première année de création et à injecter autant d'argent, c'est forcément quelqu'un du milieu, peut-être du milieu du maquillage, qui connaît un petit peu l'industrie et qui a également observé ce manque-là et qui croit suffisamment au projet. Mon problème, c'est que mon hypothèse s'avère complètement fausse parce que j'ai retrouvé le nom de l'associé mystère de Fabrice. Est-ce que je vais le donner ici? Non, parce que c'est pas dans ma bouche que vous allez manger votre piment. Mais, fait intéressant, il semblerait que le monsieur était notaire. Cela peut par ailleurs justifier son accès à un large réseau d'investisseurs.
Est-ce lui qui a injecté cet argent dans l'entreprise? A-t-il fait intervenir une autre personne qui a prêté des fonds? C'est flou, c'est étrange et ça va encore plus loin. Dans son article blog, Fabrice dira avoir été le gérant de Black Up, en gros le PDG, avant d'avoir été démis de ses fonctions. Mais d'après les statuts officiels de l'entreprise, il ne l'était pas. Ni lui, ni son associé mystère démasqué notaire. Le gérant de Black Up était en fait une gérante désignée par les deux associés pour un exercice à durée indéterminée. La gérante n'avait aucune part au capital. C'est une personne qui semble tout à fait lambda et inconnue au bataillon, du moins pour ce qui est de l'univers Black Up. Et elle est malheureusement aujourd'hui décédée, tout autant que l'associé notaire, il me semble. Mais d'où venait cette femme pour avoir les pleins pouvoirs de la gérance de Black Up? Est-ce qu'elle a aussi investi? Qu'est-ce qui se passe ici? I don't know. Une possibilité, c'est que l'investisseur à ce moment-là voulait se protéger au cas où Fabrice ferait n'importe quoi avec son argent et a placé une personne de confiance à la gérance de l'entreprise. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis le début, Fabrice n'a pas les pleins pouvoirs. Il est cependant mandaté par la gérante pour signer un bail pour une boutique spécifique située en plein cœur de Paris, quartier Étienne Marcel, dans le 1er arrondissement, et ce pour 9 années consécutives. Le même lieu que va visiter et que mentionne Vox Africa dans son interview des années plus tard. Fabrice est affiché aux yeux du public comme le CEO. Il ne semble pas l'être, en tout cas je n'ai retrouvé aucun document officiel signifiant un changement de situation à ce sujet. C'est alors que je me suis dit, mais dans ce cas, l'écarter de l'entreprise serait encore plus simple. S'il n'était pas actionnaire majoritaire. Passer de 60 à 3,8% de parts sans être consentant ni averti et dans l'univers légal français, ça me paraît gros quand même. C'est possible d'observer des cas d'extrême dilution des parts. Par exemple, si les dettes envers un investisseur sont converties en capital ou bien que tout simplement quelqu'un ou plusieurs personnes de la société injectent massivement des fonds et qu'il y a un actionnaire, notamment Fabrice, qui n'a pas les moyens de suivre. Mais dans tous les cas, il aurait fallu qu'il soit présent. Peut-être qu'il l'était et qu'il n'a pas compris ce qui se passait. Ah, aujourd'hui Fabrice, nous allons voter pour repeindre les murs du bureau. Ah oui, moi je suis pour. J'ai beau retourner la question, je ne vois pas comment cette opération a pu être rendue possible. Maintenant, il faut garder en tête que je ne suis pas une experte en droit non plus. Mon truc, c'est la cosmétique. Donc, c'est tout à fait possible que je manque d'éléments sur ce point. Concernant le fait que Fabrice n'ait pu avoir que 620 € de solde de tout compte malgré sa position dans l'entreprise et selon ce que prévoit la loi française, il y a quelques paramètres qui ont pu entrer en jeu dans le calcul. Le remboursement de matériel, formation, également absence injustifiée, ce genre de choses. Fabrice avait également expliqué qu'il avait été rétrogradé d'un poste de directeur à salarié lambda. Dans toute cette affaire, je pense qu'il y a une chose qui ne l'a pas du tout aidé, il le dit lui-même. Je suis mauvais gestionnaire. Malgré les invocations à Saint-Joseph, mon père spirituel et protecteur, ce n'est pas mon truc. Alors son truc, quand je reçois des lettres de clientes me remerciant de les rendre belles, j'y crois. Par Saint-Joseph, je suis nulle en calcul. Malheureusement, on n'a aucune nouvelle de l'aboutissement des poursuites judiciaires de Fabrice, mais il semblerait qu'il n'ait pas eu gain de cause, en tout cas jusqu'en 2017. Cette année-là, il racontait encore son histoire dans le magazine Brune, où il disait qu'il était passé de très riche à dépendant des aides sociales. Et ça, c'est juste de la spéculation de ma part, je n'ai aucune information officielle sur le sujet. Néanmoins, ne désespérons pas tout de suite, car la même année, Fabrice va faire sa remontada. Et puis là, tu reviens aussi avec des nouveaux produits, une nouvelle marque. Ouais, une nouvelle marque parce qu'après 11 ans d'absence, je voulais au fait changer. Je voulais prendre une autre direction. Je me suis lancé dans du skincare, la peau. Prendre soin de sa peau, l'hydrater, mais haut de gamme au fait. Il lance sa marque de cosmétiques D-Cup, cette fois dédiée aux soins des peaux noires et métissées. Comme toujours, on connaît maintenant Fabrice, le lancement se fait en grande pompe, tout le monde le félicite et est plein d'espoir sur son avenir. Et plus aucune nouvelle depuis 2018. Le site de D-Cup renvoie à un blog santé, impossible de retrouver les produits nulle part et la marque, tout comme Fabrice, ont cessé toute communication sur la toile. Alors que Fabrice était quand même très actif sur Facebook. On se souvient que Fabrice a parlé de la signature d'une clause de non-concurrence. A-t-il eu des problèmes légaux au lancement de D-Cup? Qu'est-ce qui s'est passé?
On ne sait pas. Vous êtes désespéré? Moi aussi. Mais si vous êtes d'avis personnel que Fabrice a été victime d'une machination et qu'il n'y a pas de justice dans ce monde, alors la nouvelle suivante va vous intéresser. Au cours de mes recherches, je suis tombée sur un jugement prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise Blackup. Un plan de cession a d'abord été mis en place le 5 mars 2024 et, peut-être faute de repreneurs intéressants, il semble que la société sera liquidée. Légalement, elle a quelques mois après la déclaration de la cessation de paiement pour arrêter son activité. Donc, c'est possible que bientôt, on n'entende plus parler de Blackup et qu'on ne puisse plus retrouver les produits nulle part. L'avenir nous en dira plus à ce sujet, mais c'est vrai que c'est une marque qui a perdu pas mal de hype ces dernières années, surtout quand on sait à quel point il est difficile d'exister dans l'univers concurrentiel actuel. Corrector, in case you want to add some brightening. Fenty Beauty. Fenty Beauty. One of the most successful launches on social media to date. L'opération a été un succès tel qu'il a démontré le potentiel économique du marché afro et d'autres marques qui rechignaient à pleinement servir ce marché se sont enfin bougées. C'est ce qu'on a appelé l'effet Fenty.